Un cheval fait irruption dans les funérailles de son maître décédé, hennissant de manière incontrôlable, puis saute dans la tombe et brise le cercueil, au désespoir de tous les présents. Mais lorsque le corps tombe à l'extérieur, un détail que personne n'avait remarqué auparavant devient soudain évident. Tous les participants aux funérailles tombent à genoux, complètement sous le choc, tandis que la police est appelée immédiatement. Une femme était agenouillée devant le cercueil, le visage inondé de larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. La pièce sentait les fleurs fanées et la cire brûlée, et le silence n'était rompu que par ses sanglots, forts et douloureux. « Ô Dieu, pourquoi as-tu pris mon amour ? Je ne peux pas vivre sans lui. Qui aurait pu faire une chose pareille à un homme si bon comme mon mari, qui a toujours aidé tout le monde ?» se lamenta-t-elle, la voix rauque et tremblante. C'était Estelle, une belle femme de 29 ans, aux traits délicats désormais défigurés par la douleur. Assise sur une chaise, près du cercueil où reposait Michel, l'homme qu'elle avait épousé il y a à peine quelques jours, elle semblait avoir perdu toute raison de vivre. Ses mains tremblaient, en couvrant ses yeux déjà rouges, et son corps courbé trahissait une fatigue qui dépassait le physique. Les invités échangeaient des regards discrets, certains essuyaient leurs larmes, d'autres baissaient simplement la tête, incapables de trouver les mots. Parmi ces visages silencieux se trouvait Jean, le frère cadet du défunt. Il avait 27 ans et venait d'entrer dans le grand salon de la maison pour assister au début des funérailles. La résidence, immense et imposante, paraissait pourtant petite face au nombre de personnes présentes. La famille, les voisins et les amis de Michel remplissaient la pièce, tous unis par le même sentiment de perte. Jean s'arrêta un instant sur le seuil, observant sa belle-sœur pleurer devant le cercueil. Ses yeux se brouillèrent et sa gorge se serra avant même qu'il ne puisse prononcer un mot. D'un pas lent, il s'approcha. Estelle leva les yeux et en le voyant, laissa échapper un sanglot encore plus fort. Pris de compassion, il la serra dans ses bras avec fermeté, essayant de lui transmettre un peu de force, alors qu'elle peinait à rester debout. « Je sais combien c'est difficile, Estelle, » dit-il d'une voix nouée. « Après tout, c'est mon frère qui repose dans ce cercueil. Je comprends ta douleur, mais il est temps de lui dire adieu. » La veuve pressa le mouchoir contre son visage en tremblant. « Je ne voulais pas que ce moment arrive, » répondit-elle en sanglotant doucement. Le beau-frère inspira profondément. « Moi non plus, mais l'heure est venue de lui faire nos adieux, » ajouta-t-il, tentant de paraître ferme. Elle le regarda quelques secondes, le visage ravagé par la douleur, puis céda finalement. « D'accord, tu as raison. Mon père, vous pouvez poursuivre la cérémonie, » dit-elle d'une voix faible mais décidée. Le prêtre, qui attendait en silence, hocha légèrement la tête et reprit les prières. Sa voix emplit la salle de parole sur la foi, le départ et l'éternité. Tous baissèrent la tête, tandis que le son des prières se mêlait aux pleurs d'Estelle. Lorsque la cérémonie prit fin, la pièce se remplit de murmures et de pas lourds. Les gens commencèrent à se préparer pour se rendre au cimetière du petit village où le corps de Michel serait enterré. Les amis les plus proches restèrent sur place pour aider aux derniers préparatifs. Jean observait tout en silence. Après un moment, il fit un pas en avant et déclara d'une voix ferme « Vous pouvez fermer le cercueil. » Mais avant que les employés des pompes funèbres n'obéissent, la veuve du défunt se leva brusquement, levant une main tremblante. « Attendez, je veux lui dire adieu une dernière fois. Je serai brève, je le promets, » demanda-t-elle presque en suppliant. Les hommes échangèrent un regard et acquiescèrent. Le prêtre fit un petit signe d'approbation. Elle s'approcha alors, chancelante, comme si chaque pas pesait une tonne. Arrivée devant le cercueil, elle posa les mains sur le bord et contempla le visage pâle de son mari. Elle lui caressa la joue avec tendresse,
ses doigts glissant sur la peau glacée. « Oh, Michel, mon amour, Murmura-t-elle d'une voix brisée. tu n'imagines pas combien tu nous manqueras ici, dans cette ferme. À moi, à ta famille et à notre ami Chevalin. C'est un adieu, mais je penserai toujours à toi. » Un instant, elle resta immobile, observant le corps inerte. Le silence parut plus lourd que jamais. Puis, soudain, ses doigts s'immobilisèrent sur la poitrine de l'homme. Un frisson parcourut son échine. Elle écarquilla les yeux et regarda le prêtre, saisi d'une peur soudaine. « Mon père, Michel est glacé, mais je pourrais jurer que je l'ai senti respirer. » s'exclama-t-elle, la voix tremblante. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Le prêtre s'approcha calmement, mais son visage trahissait la confusion. Il observa attentivement le corps, puis secoua la tête d'un air compatissant. « Ma fille, c'est la nostalgie qui parle dans ton cœur, » dit-il en posant les mains sur ses épaules. « Laisse-le partir. Ton mari est en paix à présent. » Estelle hésita encore un instant, puis se laissa guider loin du cercueil. Le prêtre fit un bref signe aux employés et le cercueil fut finalement refermé dans un claquement sec qui résonna dans la pièce. Le cortège se mit en marche dans un silence pesant. Dehors, le ciel était couvert et le vent froid faisait frémir les fleurs des couronnes funéraires. En arrivant au cimetière, Jean semblait nerveux. Son regard restait fixé sur le cercueil, le visage tendu, les poings serrés. Tout en lui trahissait un effort pour garder le contrôle. Il inspira profondément et donna des ordres brefs pour que l'enterrement ait lieu sans délai. En quelques minutes, le cercueil fut déjà descendu dans la tombe. Estelle s'approcha une nouvelle fois, les larmes coulant sans retenue. « Adieu, mon amour. » murmura-t-elle, tendant la main comme si elle pouvait encore le toucher. Mais cet adieu ne serait pas ordinaire. Un bruit lointain commença à attirer l'attention des présents, un son semblable à un galop précipité. Le bruit s'amplifia, résonnant entre les pierres tombales. Soudain, quelqu'un cria « Regardez, c'est le cheval !» Tous se retournèrent en même temps. Et là, il apparut. Un cheval adulte, au pelage brun et lustré, brillant sous le faible soleil. Sa crinière flottait dans le vent, tandis que l'animal, d'un bond spectaculaire, franchissait le petit mur du cimetière et atterrissait en plein milieu du groupe. Des cris éclatèrent. Certaines femmes reculèrent, d'autres s'agrippèrent à leur mari. Le prêtre fit le signe de croix. L'animal soufflait fort, nerveux, les naseaux dilatés. Sur son cou, une large cicatrice traversait le poil, lui donnant un air sauvage, presque menaçant. Les regards se croisèrent. Peur, étonnement, curiosité. Mais nul n'était plus surpris que Jean. Il fit 2 pas en avant, les yeux écarquillés, et courut vers la bête, saisissant fermement les rênes. « Eh bien, quelle bête insolente! Comment t'es-tu détaché, sale canasson ?» s'exclama-t-il, haletant et irrité, tentant de maîtriser l'animal qui hennissait au milieu des cris de la foule. Et c'est ainsi, au cœur de cette confusion, que le silence pesant des funérailles se transforma en un véritable chaos. Le cheval venait d'envahir l'enterrement. Le cheval hennissait bruyamment, furieux, tirant sur les rênes de toutes ses forces. Ses muscles tremblaient et ses sabots frappaient violemment le sol de terre battu du cimetière. Tous reculaient, effrayés, cherchant à comprendre la raison d'une telle agitation. L'animal, autrefois docile et obéissant, se montrait désormais indomptable. Il se cabrait, soufflait et poussait de tout son poids contre ceux qui tentèrent de le retenir, comme s'il voulait briser toute barrière entre lui et le cercueil où reposait Michel. Les gens s'échangeaient des regards, partagés entre la peur et la panique. Impossible d'ignorer le désespoir dans ces yeux sombres du cheval, qui semblait en chercher quelque chose, ou quelqu'un. Jean, le frère du défunt, ruisselait de sueur en essayant de le retenir, serrant les rênes de toutes ses forces.
Attrapez cette bête avant qu'elle ne blesse quelqu'un. Cria l'un des hommes, voulant aider sans oser trop s'approcher. Le cheval résistait. Il tirait de tout son corps vers l'avant, en direction du cercueil. Le bruit des sabots sur le sol se mêlait aux cris et aux prières des gens terrifiés. Tous savaient le lien profond qui unissait cet animal à Michel. Ils étaient inséparables. Le cheval avait grandi sur cette ferme depuis son jeune âge, et Michel le traitait presque comme un membre de la famille. Pourtant, personne ne parvenait à comprendre ce qui pouvait le rendre aussi fou. Mais Estelle, qui avait pris soin de l'animal pendant une grande partie de sa vie, connaissait chacun de ses gestes, chacune de ses réactions, chacun de ses regards. Elle l'observa attentivement et perçut quelque chose que les autres ne voyaient pas. « Il essaie de nous dire quelque chose. » pensa-t-elle, le cœur battant à tout rompre. La veuve fit un pas en avant, ignorant les regards de stupeur et la peur des autres. Jean, toujours aux prises avec les rênes, tentait de maîtriser la bête qui hennissait sans répit. Il était presque parvenu à la tirer hors du cimetière lorsque la voix d'Estelle retentit, ferme et désespérée. « Attendez! Ouvrez le cercueil immédiatement !» Le silence tomba soudain sur le cimetière. Tous s'échangèrent des regards incrédules. Le prêtre écarquilla les yeux et Jean lâcha le cheval un instant, regardant sa belle-sœur comme si elle avait perdu la raison. « Qu'est-ce que tu dis, Estelle » demanda-t-il, haletant. Elle fit un pas de plus, pointant le cercueil d'une main tremblante. « Ouvre, Jean ! Maintenant, tu ne vois pas? Il essaie de dire quelque chose. » Personne n'osa bouger. Le prêtre hésita. Les employés des pompes funèbres restèrent figés, et le vent se leva brusquement, soulevant la poussière au-dessus des fleurs fanées. Mais pour comprendre cet instant, le désespoir de la veuve, le cheval devenu fou et le mystère planant sur le corps de Michel, il fallait remonter plusieurs années en arrière, à une époque où tout semblait encore normal. À cette époque, Michel était un homme au sourire facile et aux mains calleuses. Le fermier, connu et respecté dans toute la région, avait déjà côtoyé la mort plus souvent que tout homme ne devrait le faire. D'abord, il avait perdu sa femme. Et depuis le jour où il était devenu veuf, son cœur portait une ombre constante, une solitude sans fin. Même avec le temps, cette douleur ne l'avait jamais quitté. La ferme, autrefois pleine de vie, s'était peu à peu couverte de silence. Le rire de la femme, qui résonnait jadis sur la véranda au lever du jour, s'était changé en un vide tranchant. Même le vent semblait éviter cet endroit. Pourtant, Michel tenait bon. Il travaillait du matin au soir, s'occupait des terres, du bétail et plus que tout, de son jeune fils, Pierre, un garçon au sourire doux et au regard curieux. C'était pour lui que le fermier continuait à vivre. Pierre était sa raison d'exister. Père et fils faisaient tout ensemble. Ils travaillaient au champ, s'occupaient des animaux et, les nuits d'orage, dormaient dans la même chambre, car le petit avait peur du tonnerre. « Papa, quand je serai grand, je veux être comme toi !» disait l'enfant, la fierté dans les yeux. Michel souriait, fatigué mais plein de tendresse. « Et moi, je veux vivre assez longtemps pour voir ça, mon fils. » répondait-il, caressant les cheveux du garçon avec douceur. Mais le destin a rarement pitié des braves. C'était un jour chaud, sous un ciel clair et un vent léger qui caressait les champs de maïs lorsque l'enfant commença à tousser. La fièvre vint soudain, le souffle court, et sa poitrine brûlait, comme si un feu y prenait racine. Michel entra dans une panique désespérée. Il emmena son fils chez les médecins de la ville, dépensa tout ce qu'il avait, et même ce qu'il n'avait pas, en remèdes et en promesses. Il passe des nuits agenouillé, priant pour un miracle. Pendant 3 jours, il ne dormit pas. Assis à côté du lit du garçon, il tenait sa petite main et priait sans relâche. Les bougies brûlaient jusqu'au bout, et leur lueur jaunâtre éclairait le visage pâle de l'enfant. « Seigneur,
Ne me l'enlève pas, lui aussi. Je t'en supplie. » murmurait le père, les yeux pleins de larmes. Mais le silence de la nuit répondit à la place de Dieu. Au matin du 4e jour, la chambre devint muette. Pierre s'en alla, et Michel resta seul une fois de plus. Le temps passa, mais l'homme se transforma en ombre. Il évitait la chambre de son fils, restée intacte, les jouets à leur place, les vêtements pliés, l'odeur de l'enfant imprégnée dans les murs. La ferme dépérissait en même temps que lui. Le bétail maigrit, le poulailler se vida, et les champs jadis verts devinrent secs et jaunâtres. Seule l'herbe folle poussait. Seul le silence régnait. Jean, le frère cadet et principal aide, essayait de lui redonner courage. Mais Michel ne l'écoutait guère. Il passait ses journées dans la plantation de maïs, le seul endroit de la ferme qui recevait encore un peu de soin. C'était le maïs préféré de Pierre. Dans les souvenirs qui le hantaient, le fermier entendait encore la voix du garçon. « Plante encore, papa! Je veux voir tout le champ devenir jaune un jour. » Et l'homme l'avait promis. Il réaliserait ce vœu, même si c'était la dernière chose qu'il ferait. Alors, même sous un soleil brûlant, Michel continuait à travailler. Il arrosait, fertilisait, arrachait les mauvaises herbes de ses propres mains. À chaque graine plantée, il semblait vouloir reconstruire ce qu'il avait perdu. C'était le dernier fragment de son fils qui lui restait. Mais cette nuit-là, étouffante et lourde, le destin frappa de nouveau, de manière cruelle et impitoyable. Jean entra en courant dans la maison, haletant, couvert de sueur, criant le nom de son frère avec désespoir. « Michel, Michel, le feu se propage. Il a atteint les champs de maïs. » Le fermier bondit de son lit, le cœur battant à tout rompre. « Comment ça, du feu? D'où vient cet incendie soudain ?» demanda-t-il, stupéfait. Jean gesticulait, paniqué, à bout de souffle. « Je ne sais pas d'où il vient, mais il a déjà gagné le champ de maïs. Il est près de la grange et il se répand à toute vitesse. » Michel entendit les cris de son frère et son cœur sembla exploser dans sa poitrine. Il ne réfléchit pas une seconde. Il sauta du lit, posa ses pieds nus sur le sol froid et, sans même enfiler ses bottes, attrapa le chapeau suspendu à la tête du lit. En quelques secondes, il courait déjà dehors, soulevant la poussière du sol sec. Dehors, le monde semblait en flammes. Le ciel, auparavant sombre, était teinté d'un rouge effrayant. L'odeur de la fumée emplissait l'air, brûlant jusqu'aux poumons. Les flammes s'élevaient haut, dévorant le champ de maïs, jadis fierté de Michel et souvenir vivant de son fils disparu. Michel s'arrêta un instant, hébété, le visage éclairé par le feu qui crépitait. Puis il cria, d'une voix désespérée. « De l'eau! Apportez des seaux d'eau, tout de suite, vite !» Les ouvriers de la ferme surgirent de toutes parts, portant seaux, torchons, tout ce qui pouvait servir. La chaleur était insoutenable, et le vent attisait les flammes comme si l'enfer lui-même avait ouvert ses portes. Jean et Ernest, le meilleur ami du fermier, tentaient déjà de contenir le feu avec des pelles et des bêches, jetant de la terre sur le champ. Mais les flammes, impitoyables, gagnaient du terrain. « Michel, sors de là, tu vas finir brûlé !» cria Jean, se couvrant le visage de son bras pour se protéger de la fumée. Mais Michel, fou de désespoir, ne l'écouta pas. Ses yeux brillaient de larmes et de rage. « Non, je ne laisserai pas ce qui reste de mon petit Pierre partir en cendres. Je ne le perdrai pas, lui aussi. » répondit-il, s'élançant vers le brasier. Il courait, tentant d'étouffer les flammes avec une bâche mouillée, mais c'était inutile. Le feu rugissait comme une bête vivante, chaotique, affamée, sans pitié. Le vent souffla fort, projetant les flammes plus loin encore, léchant les clôtures, brûlant l'herbe sèche. Jean criait des ordres, la main sur le nez et la bouche pour ne pas respirer la fumée épaisse. Plus d'eau,
Allez, les gars, pas de faiblesse. Sauvez ce champ de maïs. C'est pour le petit Pierre. C'est pour mon frère. Hurlait-il, essayant de motiver les hommes qui toussaient et couraient entre les flammes. La chaleur était insupportable. La sueur ruisselait sur tous les visages. Et, au milieu de ce chaos, Michel titubait, luttant contre la fumée qui lui brûlait les yeux et lui déchirait la gorge. Il toussait, trébuchait, mais refusait de s'arrêter. « Seigneur, je t'en supplie. Pas encore, je t'en prie. » murmura-t-il entre deux quintes de toux, levant les yeux vers le ciel obscurci de suie. C'est alors que, parmi le fracas des flammes et le hurlement du vent, un autre son se fit entendre. Un hennissement aigu, perçant, douloureux, le cri d'un animal en détresse. Michel s'immobilisa. Pendant un instant, il crut avoir rêvé. Il secoua la tête, essayant de voir à travers la fumée. Mais le son retentit de nouveau, plus clair. « C'est vrai, il y a un animal en danger. » pensa-t-il. Puis il se tourna vers les hommes et cria. « Vous avez entendu ça, vous aussi. » Quelques-uns s'arrêtèrent, confus, regardant autour d'eux. Jean acquiesça sans comprendre. Le hennissement retentit encore, venant de derrière la grange, et Michel n'hésita pas une seconde. Il se mit à courir vers le bruit, ignorant le feu et les cris d'avertissement. Jean et Ernest le suivirent, sans savoir ce qu'ils allaient découvrir. La fumée était dense, l'air irrespirable. Mais à travers la lueur des flammes, une ombre se mouvait, petite, tremblante, se débattant contre quelque chose. Lorsqu'ils s'approchèrent, la vision brisa le cœur de tout homme. Un poulain, encore jeune, était pris dans les fils barbelés de la clôture. Ses pattes fines tremblaient, ses yeux grands ouverts exprimaient une peur pure. L'animal tentait de se libérer, mais chaque mouvement faisait pénétrer davantage le métal dans sa chair. Michel tomba à genoux, désespéré. « Mon Dieu, il est coincé. Il ne pourra pas s'en sortir seul. » cria-t-il. Jean lui attrapa l'épaule, tentant de le ramener à la raison. « Michel, je sais que c'est affreux, mais il faut partir maintenant. Le champ de maïs... » Mais le fermier l'interrompit, presque en criant. « Attends, il faut sauver l'animal. » dit-il, commençant à tirer sur les fils à main nue. Son frère le retint, fermement. « Tu es devenu fou. Si on reste ici, le feu va nous atteindre. » avertit-il, en toussant violemment. Michel l'ignora. Ses yeux restaient fixés sur le poulain, et ses mains brûlaient presque au contact du métal chauffé. « Je ne le laisserai pas mourir ici. » répondit-il sans hésiter. Jean le regarda, incrédule. « Michel, le champ peut encore être sauvé. Si on se distrait maintenant, on risque de tout perdre. » Michel s'arrêta un bref instant. Il regarda le poulain, puis le champ, les flammes dévorant le maïs que Pierre aimait tant. Le temps sembla ralentir, et, entre le grondement du feu et les hennissements de douleur, il comprit enfin ce que son cœur murmurait depuis longtemps. « Maintenant, je comprends. » murmura-t-il, la voix brisée. « Peu importe combien j'ai cultivé ce maïs, mon fils ne reviendra jamais. Il est parti pour toujours. Mais ce petit animal, lui, il a encore une chance. » Son frère tenta d'argumenter. « Ne te laisse pas emporter, mon frère. Le vent souffle fort et les fils sont trop serrés autour de lui. Le feu arrivera avant qu'on ait pu le libérer. » Mais Michel leva les yeux, déterminé. « Je reste, » déclara-t-il sans hésiter. Jean recula d'un pas. « Tu en es sûr, Michel ?» demanda-t-il. Le fermier acquiesça. « Oui. Partez. Moi, je reste. » répondit-il d'une voix ferme, le regard fixé sur le poulain. Jean serra les lèvres, hocha la tête en silence, puis cria à Ernest. « Allons-y, tout de suite. » Les deux hommes s'élancèrent vers le champ de maïs, disparaissant parmi la fumée et les flammes. Michel resta là,
à genoux dans la terre mêlée de cendres, le visage brûlant de chaleur, les mains tremblantes mais résolues. Il commença à libérer l'animal, fil par fil, redressant le métal avec toute la force qui lui restait. Chaque mouvement arrachait un gémissement au poulain, qui hennissait de douleur. Le son était insoutenable, mais le fermier ne s'arrêtait pas. « Doucement, mon petit, doucement. » disait-il, tentant de l'apaiser, tandis que le feu se rapprochait de plus en plus. Le problème, c'est que, malgré la prudence de Michel, la délivrance du poulain prenait trop de temps. Chaque fil coupé semblait un défi, et le temps devenait son pire ennemi. Les avertissements de Jean se réalisaient sous ses yeux. Le feu approchait, rugissant, avalant l'air et la terre comme une bête vivante et insatiable. Les flammes se reflétèrent déjà dans les yeux de Michel, mais il garda son calme. La sueur coulait en rivière sur son visage couvert de suie, et la chaleur semblait fondre l'air autour de lui. Pourtant, il tenait bon, avec la force de celui qui a déjà tout perdu. Ses mains, blessées et couvertes de coupures, luttaient contre le métal. Enfin, dans un claquement sec, le dernier fil se rompit. Le poulain, épuisé, s'effondra au sol, le corps tremblant, respirant difficilement. Michel se jeta à ses côtés, serrant le petit animal dans ses bras, le protégeant de son propre corps comme pour le soustraire à la chaleur brûlante. « Voilà, tu es libre maintenant. » murmura-t-il, tenant la tête de l'animal contre sa poitrine. Mais le pauvre poulain était trop faible pour se relever. Ses jambes tremblaient, sa poitrine haletait de désespoir. Le fermier comprit que, s'il le laissait là, il ne survivrait pas. Sans réfléchir davantage, l'homme le souleva dans ses bras. Le poids était lourd, le corps de l'animal brûlant de fièvre et de peur, mais il le serra fort contre lui. La chaleur était insupportable. Le dos et la nuque de Michel brûlaient sous la proximité des flammes, et l'air semblait lui déchirer les poumons. Il savait que s'il lâchait le poulain, il pourrait échapper facilement au feu. Mais il n'en était pas question. Alors, pour trouver du courage, il se mit à crier, plus pour lui-même que pour l'animal. « Allons, mon petit, on va y arriver. On va s'en sortir ensemble. » Le sol brûlait sous ses pieds. La fumée lui piquait les yeux, mais Michel ne s'arrêtait pas. Il avançait à travers le brasier, titubant, toussant, sentant son corps près de céder. Et pourtant, il continuait. Jusqu'à ce qu'enfin, il perce le voile de fumée et atteigne la pelouse de la ferme, où l'air était moins étouffant. Il tomba à genoux, haletant, et déposa délicatement le poulain sur l'herbe humide. Un court instant, l'homme crut avoir vaincu le feu. Son cœur battait fort, et un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Mais lorsqu'il se retourna, ce qu'il vit lui coupa le souffle. Le champ de maïs, ce champ qu'il avait cultivé avec amour et larmes, était entièrement détruit. Les épis étaient lourds devenus poussière, et le vert éclatant des plantations n'était plus qu'un manteau gris de cendres et de fumée. Tout ce que Michel aimait, la ferme, les rêves, les souvenirs de son fils, avaient été consumés. Le feu, traître et cruel, avait gagné. Pourtant, en regardant le petit poulain étendu sur l'herbe, vivant, respirant, il réussit à esquisser un sourire, faible mais sincère. Les jours suivants, Michel se consacra entièrement à la guérison de l'animal. Il passait ses matinées et ses nuits à ses côtés. Il nettoyait les plaies avec des linges propres et lui donnait à manger directement dans la bouche. « Allez, sois fort, mon ami. Tu peux le faire. » disait-il. Le poulain hennissait doucement, répondant à la voix de l'homme, comme s'il comprenait que cet humain était la raison de sa survie. Soigner l'animal devint un rituel pour le fermier. Et tout cela sembla donner un sens nouveau à la vie de cet homme, jadis englouti par la douleur et le deuil. Le temps passa, et le jeune poulain commença à se rétablir. Son corps restait fragile, ses mouvements lents,
mais la vie revenait peu à peu en lui. Et, avec le temps, ce petit survivant devint un cheval fort, robuste et plein d'énergie. Michel n'avait pas seulement noué un lien d'amitié avec l'animal, leur peau portait la même marque. Les brûlures qu'ils avaient subies cette nuit-là laissèrent des cicatrices identiques, épaisses sur le cou, symbole de ce qu'ils avaient affronté ensemble. Un matin, tandis qu'il brossait la crinière du cheval, le fermier sourit et dit « Eh bien, nos cicatrices sont vraiment identiques. Je n'ai jamais cru à ces histoires de destin. Mais là, je commence à changer d'avis. Qu'en penses-tu » Le cheval hennit bruyamment, secouant la tête comme pour approuver. Michel éclata de rire, tapotant doucement le cou de l'animal. « Tu vois, même toi, tu crois que le destin a voulu nous réunir. » dit-il, les yeux brillants d'un sincère bonheur. Malgré cette joie retrouvée, le fermier savait que l'animal avait encore besoin de soins spécialisés. Il faisait de son mieux, mais manquait de connaissances techniques. Il décida donc de chercher un professionnel de confiance. Avant de partir pour la ville, il appela son frère. Jean, toujours prêt à aider, s'approcha avec un chiffon sur l'épaule et répondit avec enthousiasme « Laisse-moi faire, mon frère. Je vais lui mettre des fers neufs. Il sera parfait pour toi. » Michel sourit, satisfait, et prit la route de la ville, laissant le cheval aux soins de Jean pour quelque temps. Quelques jours plus tard, il revint, et il n'était pas seul. À ses côtés marchait une femme au regard déterminé et à l'expression assurée, Estelle. C'était la soigneuse qu'il avait engagée pour superviser le traitement de l'animal blessé. Estelle était jeune, âgée de 29 ans, mais déjà riche d'une grande expérience passée auprès des chevaux. Elle était belle, avec des cheveux bruns, attachés en un chignon simple et des mains fermes, celle d'une femme qui savait ce qu'elle faisait. En arrivant à la ferme, le regard d'Estelle se posa immédiatement sur le cheval. Il ne fallut que quelques secondes d'observation pour qu'elle remarque quelque chose d'étrange dans sa démarche. Sans dire un mot, Estelle marcha droit vers l'écurie. Michel resta surpris de la voir entrer sans même demander la permission. Elle s'accroupit, passa une main ferme sur le sabot de l'animal, l'examina avec attention, puis fronça les sourcils. « Vous ne voyez pas que cet animal est gêné ?» dit-elle en fixant le fermier avec fermeté. « Le fer a été posé n'importe comment. Ça lui fait mal. » Surpris, le visage tendu par l'inquiétude, Michel resta un instant sans voix face à la remarque d'Estelle. Le ton ferme de la soigneuse sonnait comme une accusation, et lui, partagé entre la honte et la surprise, se justifia aussitôt. « Je ne savais pas. Je n'étais pas là quand on l'a ferré. C'est mon frère qui s'en est occupé. » Puis, son expression de malaise se transforma en colère. Le fermier éleva la voix, impatient, et l'écho de sa fureur résonna dans l'écurie. « Jean, quel genre de travail as-tu fait ici ?» créait-il en regardant autour de lui. Sa voix résonna dans la cour, effrayant quelques poules et faisant hennir le cheval. Mais Jean ne répondit pas. Aucun son, seulement le silence tranchant de la ferme. Michel souffla bruyamment, passa une main sur son front et sortit en hâte, marmonnant quelque chose qu'Estelle ne comprit pas. La soigneuse croisa les bras et secoua la tête en le regardant disparaître par la porte. Elle avait déjà vu cette scène tant de fois, des patrons riches et nerveux, criant sur leurs employés sans comprendre ce qui se passait vraiment. Elle pensa, les sourcils froncés. « Encore un qui ne sait que donner des ordres et négliger les animaux. Ils sont tous pareils. » pensa-t-elle en silence, observant le cheval qui frappait encore le sol de son sabot, agacé par le fer mal ajusté. Elle soupira, résignée, déjà persuadée qu'elle devrait s'en occuper elle-même plus tard. Mais à sa surprise, Michel revint quelques minutes plus tard. Il tenait dans ses mains les lourds outils du maréchal Ferrand, un marteau, une pince et des clous, et avait dans le regard la concentration de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Sans dire un mot, il rentra dans l'écurie.
Estelle haussa un sourcil, intriguée, et resta immobile, observant en silence. Michel s'approcha calmement du cheval, lui parlant d'une voix douce pour le rassurer. « Tranquille, mon compagnon. On va arranger ça tout de suite. » murmura-t-il. Il attacha solidement l'animal et s'agenouilla à ses côtés. Puis il se mit au travail. Il retira avec précaution le fer mal posé, observant les marques qu'il avait laissées sur le sabot. Le son régulier du marteau résonnait, mêlé à la respiration calme de l'animal. À chaque geste, la soigneuse constatait que cet homme savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas le geste maladroit d'un riche ignorant. La manière dont il tenait les outils, la précision de ses gestes, l'attention de son regard, tout indiquait l'expérience. Lorsqu'il eut retiré l'ancienne ferrure, il nettoya soigneusement le sabot, puis ajusta une nouvelle, la fixant à sa place, coupe après coup, avec fermeté et justesse. La sueur coulait sur son visage, mais son regard demeurait serein. Le travail s'acheva après quelques minutes. Le cheval, soulagé, poussa un hennissement doux et secoua la tête. Michel sourit, caressa son encolure et dit d'un ton affectueux : « Voilà, mon ami. Tu peux marcher à nouveau sans douleur maintenant. » Estelle resta immobile, incapable de dissimuler sa surprise. Elle s'attendait à un fermier arrogant, ignorant tout de ses bêtes. Mais devant elle se tenait un homme habile, compétent et surtout profondément attaché à cet animal. Elle s'approcha, observant de près le résultat. Elle passa les doigts sur le sabot, évaluant l'ajustement du fer. Enfin, elle hocha la tête, vaincue. « Oui, c'est mieux ?» admit-elle avec un léger sourire d'approbation. Le fermier acquiesça simplement, essuyant ses mains moites avec le chiffon qu'il gardait dans sa poche, sans remarquer le regard curieux et admiratif de la soigneuse. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'écurie, une ombre se mouvait entre les clôtures. Jean observait la scène de loin, caché, le visage fermé et les poings serrés. Son regard exprimait une profonde gêne, un mélange d'envie et de colère qui semblait le ronger de l'intérieur. À chaque geste de Michel, la fureur de son frère grandissait. Il voyait la scène, son frère félicité, le cheval lui obéissant docilement, la femme l'admirant, et cela le faisait frémir de haine. Ses yeux tremblaient, sa mâchoire se crispait, tandis qu'il murmurait entre ses dents. Ce maudit cheval, je pensais qu'en le ferrant ainsi, il se casserait la patte pendant la course avec mon frère, et je me débarrasserais des deux d'un seul coup. Souffla-t-il, d'une voix amère. Le vent emporta ces mots, les mêlant au bruissement des arbres. Mais Jean continua de murmurer, révélant le secret le plus sombre que la ferme cachait. J'aurais pu prendre la ferme pour de bon, le jour où j'ai mis le feu au champ de maïs, si ce maudit cheval fouineur ne s'en était pas mêlé. Mais tant pis, je trouverai d'autres moyens de récupérer ce qui me revient de droit. C'était la vérité cruelle. Jean, le frère cadet, le bras droit de Michel, était le responsable de l'incendie qui avait presque tout détruit. C'est lui qui avait répandu le kérosène et convaincu d'autres ouvriers de l'aider, mus par une simple et sordide avidité. Michel n'aurait jamais imaginé que son propre sang porterait une telle trahison. Pendant que son frère préparait sa ruine, lui ne faisait qu'essayer de reconstruire ce qu'il restait de sa vie. Les jours suivants passèrent paisiblement, et Estelle continua de venir à la ferme pour suivre la guérison du cheval. Elle s'adapta vite au rythme du lieu. Ponctuelle, dévouée, avec une manière directe de parler, mais sans arrogance. Elle parlait peu, mais ses gestes disaient tout. La façon dont elle passait la main dans la crinière, la patience avec laquelle elle peignait la queue du cheval, le regard doux qu'elle posait sur les blessures, tout en elle respirait la tendresse et la compétence. Peu à peu, Michel commença à l'admirer. Il voyait en elle une force semblable à la sienne. Et Estelle, en observant cet homme simple et travailleur, découvrait un cœur généreux,
caché sous l'apparence d'un être durci par la douleur. Avec le temps, ils en vinrent à partager plus que les soins du cheval. Les conversations coulaient naturellement. Ils parlèrent de tout, de nourriture pour bêtes, des champs, de la pluie, mais aussi de pertes, de foi et de nouveaux départs. Parfois, Michel l'attendait au portail de la ferme, assis sur un banc de bois, le chapeau posé sur le genou. D'autres fois, c'était Estelle qui arrivait avant le lever du soleil, juste pour le voir chevaucher dans les champs, le vent ébouriffant ses cheveux et la poussière s'élevant derrière le cheval. Un matin, tandis que le soleil se levait, teintant d'or les plantations renaissantes, Estelle sourit en les voyant ensemble et demanda « Voilà plus d'1 an que je viens ici pour m'occuper de ton cheval, et je ne t'ai jamais entendu l'appeler autrement que « ami ». Pourquoi » Le fermier s'arrêta un instant, tenant les rênes, pensif. « Eh bien, je ne sais pas. Je crois que je l'appelle ainsi, parce que c'est ce qu'il représente pour moi. C'est mon bon ami. Pas vrai, mon grand ?» dit-il en caressant l'encolure du cheval. L'animal répondit par un hennissement joyeux, frappant le sol de son sabot, comme s'il comprenait parfaitement. Estelle rit en secouant la tête. « On dirait bien qu'il aime ce nom. » dit-elle, toujours souriante. Ses yeux brillaient en les regardant, traversés d'une étrange sensation, un mélange de tendresse et d'admiration. « C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Ce cheval te fait confiance comme s'il te connaissait depuis des années. » Michel, la voix calme et le regard lointain, répondit. « Oui, il m'a sauvé sans même le savoir. Après tout, c'est lui qui m'a donné envie de rester. » La phrase resta suspendue entre eux. Ils échangèrent un regard. Le sourire timide qui se dessina sur leur visage trahit le sentiment, jusque-là contenu, qui venait enfin de naître. Par politesse, par respect et à cause de la barrière professionnelle entre le patron et la soigneuse, ils tentèrent de maîtriser cette flamme naissante. Mais, comme toujours avec ce qui est vrai, elle grandit d'elle-même, jusqu'à devenir impossible à contenir. Peu à peu, ils se laissèrent aller. Ce qui avait commencé par des soins au cheval et des conversations sur la ration se transforma en une présence constante dans la vie l'un de l'autre. Avec le temps, leur relation éclot comme une plante arrosée, jour après jour, par la tendresse. Ce fermier, qui depuis des années errait tel un mort vivant sur sa propriété après la perte de sa femme et de son fils, sentit enfin son cœur s'apaiser. La douleur demeurait, mais un nouvel espace s'était ouvert, un espace où la douceur pouvait de nouveau exister. Les semaines passèrent et l'affection entre eux grandit, solide et naturelle, comme le soin qu'ils avaient donné au poulain qui avait sauvé la vie de Michel, désormais assez fort pour galoper à nouveau dans les champs. Un après-midi ordinaire, alors que l'odeur du foin emplissait l'air de la grange, Estelle entra et trouva Michel fouillant la paille, visiblement inquiet. Avec cet humour léger qui l'aidait toujours à masquer la nervosité, elle lança « Tu ne cherches pas une aiguille, j'espère ?» Il sourit timidement, le regard encore concentré sur ce qu'il cherchait. « Non, c'est quelque chose de bien plus important. Aide-moi à chercher. » répondit-il. Elle se mit alors à fouiller à ses côtés et, entre la paille et le foin, Michel sortit une petite boîte fermée, semblant tout droit sortie d'un vieux film. Lorsqu'il l'ouvrit, 2 alliances apparurent, simples mais magnifiques, brillant malgré la poussière de la ferme. Il la regarda avec une sincérité si désarmante qu'Estelle sentit ses jambes faiblir. Avec un demi-sourire et le courage que seuls les amoureux connaissent, il se mit à genoux, au milieu des brins de paille, et dit « Mademoiselle Estelle, accepteriez-vous d'épouser ce fermier ?» Ce n'était pas une plaisanterie. Il n'y avait ni artifice ni calcul, seulement un sentiment vrai. Estelle, submergée par une émotion qui lui serrait la poitrine, prit dans ses bras
l'homme qu'elle avait appris à aimer. Entre larmes et rires, elle répondit avec force et joie. « Oui! Bien sûr que oui !» Michel glissa l'alliance à son doigt avec la révérence de celui qui scelle un nouveau pacte de vie. Le cheval, compagnon de tant de nuits et témoin des moments les plus durs, s'approcha à cet instant précis, comme s'il comprenait l'importance de cette étreinte, et poussa doucement Michel du museau, comme pour participer. Estelle sourit et laissa l'animal faire partie du moment. Peu de temps après, Estelle s'installa définitivement à la ferme. La maison retrouva des rires, la routine devint plus légère, et la grange, autrefois pleine d'ombre et de souvenirs douloureux, se remplit bientôt de voix et de petites joies. Mais tout le monde ne partageait pas ce bonheur. Jean, en apprenant le mariage, ferma les yeux et sentit une brûlure dans la poitrine, non pas de nostalgie ni de tristesse, mais de rage. Dans un accès de fureur, il frappa la paroi de la grange si violemment qu'il y ouvrit un trou. Ses ongles s'enfoncèrent dans le vieux bois de pin, y laissant des marques profondes. « Malédiction! Si mon frère se marie, tout l'argent, les terres et le testament de la famille m'échapperont. Il faut que j'agisse. » hurla-t-il en pensée, pendant que la colère bouillonnait en lui comme une forge en feu. Et il agit. Les jours suivants, l'infâme sema les mensonges comme on sème le maïs, avec méthode, patience et malice. Il planta le doute dans l'esprit d'Estelle. Fausses lettres, billets déchirés, rencontres arrangées pour qu'elle voie de prétendues preuves. Il créa des situations volontairement ambiguës, laissa des messages sur son passage, falsifia des mots doux, tout pour qu'elle croie que Michel la trompait. Estelle, qui jusqu'alors avait eu une confiance totale en cet homme capable d'affronter le feu et de lui offrir un nouveau foyer, commença à douter. Les lettres étaient là convaincantes, les indices bien calculés, et peu à peu, l'angoisse remplaça la joie. Elle s'enfermait de longues heures dans la salle de bain, le visage enfoui dans les mains, pleurant en silence. Entre deux sanglots, elle se demandait: « Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce qu'on a vécu, après toutes ces promesses d'amour, Michel serait-il vraiment capable de me faire ça ?» Pendant qu'elle souffrait, le cheval, toujours sensible aux humeurs et à l'air de la ferme, semblait ressentir la tromperie qui rôdait. Son comportement changea. Il devenait nerveux en présence de Jean, hennissait bruyamment dès que le frère de son maître approchait, et, à plusieurs reprises, le mordit, comme si la vérité elle-même se manifestait par ses dents et sa colère. Michel, remarquant l'agitation de l'animal, parla avec un ton mêlant surprise et douce réprimande. « Hé, ami, calme-toi. C'est Jean, mon frère. C'est un allié. Tu ne dois pas l'attaquer. » tenta-t-il de convaincre le cheval. Jean, de son côté, ignora les réactions de l'animal et poursuivit froidement sa machination. Après plusieurs jours de poison semés dans le cœur d'Estelle, celle-ci ne supporta plus la douleur. Fiancée et fragilisée, elle fit ses valises et annonça son départ. Le fermier, abasourdi, la vit dans la chambre, les bagages prêts, les yeux rougis par les larmes. « Mais, mon amour, ces valises, tu pars en voyage ?» demanda-t-il, stupéfait. Elle essuya son visage, la voix brisée par la peine. « Je m'en vais, Michel. J'ai trouvé les lettres de ta maîtresse. Je sais tout ce que tu as fait. J'ai essayé de me convaincre que je me trompais, mais je n'en peux plus. » Michel chercha les mots justes, mais la confusion le submergeait. « Une maîtresse? Des lettres? De quoi parles-tu, mon amour ?» Mais Estelle ne croyait plus aux explications de l'homme qu'elle aimait. « Inutile de jouer l'innocent, Michel. » Avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit venant de la grange les fit taire. Un hennissement puissant, différent de tous les autres, chargé de terreur. Michel courut jusqu'à la fenêtre et, par la fente, aperçut le cheval agité,
comme si quelque chose de grave se produisait à l'intérieur de l'écurie. « Qu'est-ce que c'est? Ami est en danger. » s'exclama-t-il, inquiet. Estelle, bien que rongée par la douleur d'une trahison apparente, laissa tomber les valises et répondit. « Allons-y. » Quelques minutes plus tôt, à l'intérieur de la grange, Jean griffonnait les dernières lignes de sa machination destructrice. La plume courant sur le papier semblait ponctuer la fin de tout ce qui avait un jour été bon. D'un regard froid, il murmura pour lui-même, satisfait de sa propre cruauté. « Il ne me reste plus qu'à écrire une lettre en me faisant passer pour Estelle, disant que la vraie raison de son départ est qu'elle l'a trompé et qu'elle n'a pas eu le courage de le lui avouer en face. » Jean écrivait avec précipitation, les doigts tachés d'encre, le souffle entrecoupé de rires contenus. La plume raclait le papier tandis qu'il murmurait entre ses dents, incapable de dissimuler l'euphorie malfaisante qui montait en lui. « Ha 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 ha, et ce sera la fin. Mon petit frère ne se relèvera jamais de ce coup. Ce faible me remettra enfin cette ferme qui aurait toujours dû m'appartenir. » dit-il, un sourire cruel aux lèvres. Le son de son rire résonna dans la grange vide, se mêlant au froissement du foin. Mais il n'était pas seul. Celui qui veillait toujours, silencieusement, sur la sécurité de la ferme, c'était le cheval nommé Ami. L'animal, qui percevait toujours le danger avant quiconque, avait remarqué Jean se faufilant en cachette et, curieux, l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Le traître, absorbé par ses lettres, ne remarqua pas tout de suite le regard attentif du cheval qui l'observait depuis l'entrée. Lorsqu'il s'en aperçut, il se retourna avec une expression d'agacement et de mépris. « Oui, c'est bien ce que tu as entendu, sale canasson, » lança-t-il en haussant le ton. « Toute cette ferme sera à moi, y compris toi. Maintenant, dégage. » Il agita les bras, essayant de chasser l'animal comme on chasse un insecte. Mais le cheval ne bougea pas. Au contraire, il planta ses sabots dans le sol, souffla bruyamment et commença à avancer lentement. Le regard d'Ami était fixe, farouche. Jean recula d'un pas, surpris. « Va-t'en, sale bête !» cria-t-il. Mais le cheval continua d'avancer, hennissant de plus en plus fort, jusqu'à ce que le scélérat perde patience. Il porta la main à sa ceinture et tira un grand couteau qu'il gardait toujours sur lui. Le métal refléta la lumière qui filtrait à travers les fentes du bois. « Ça suffit. J'en ai assez de toi. Un pas de plus et t'es fini !» menaça le vaurien, les yeux flamboyants de rage. Ami se cabra, hennissant violemment, effrayé par la vue de l'arme. Ses naseaux se dilatèrent, son corps trembla, et il fit quelques pas en arrière. « Tais-toi, sale bête stupide !» hurla Jean, essayant d'imposer la peur. Mais le bruit qui suivit le fit blêmir. Dehors, des pas pressés et des voix résonnaient, se rapprochant rapidement. « Ami, tout va bien là-dedans ?» demanda Michel, sa voix résonnant entre les murs de la grange. Jean jeta un rapide coup d'œil aux lettres posées sur la table. Il pensa les prendre, les détruire, cacher toute trace, mais il savait qu'il n'en aurait pas le temps. La sueur perlait sur son front. Il rengaina son couteau à la hâte et s'enfuit par l'arrière, les mains vides. Quelques secondes plus tard, Michel et Estelle entrèrent précipitamment. Le cheval soufflait encore, nerveux, tournant son corps vers la table. Là, sur les planches, des dizaines de papiers éparpillés semblaient nous crier la vérité que le traître avait laissée derrière lui. Estelle s'approcha la première, les mains tremblantes. Michel, encore perdu, regarda les lettres et lut les phrases griffonnées avec rage et mépris. Son visage changea à chaque ligne, la colère et la tristesse se mêlant dans un même regard. « Quelqu'un essaie de nous séparer, » dit-il d'une voix lourde, échangeant un regard d'effroi avec la femme. Estelle acquiesça, bouleversée. « Oui, quelqu'un a monté tout ça contre nous. » ajouta-t-elle, serrant la main de son fiancé. Ce moment de révélation
les unit à nouveau. Après tant de douleur et de méfiance, ils se retrouvèrent, plus vigilants, plus blessés, mais unis par la certitude que l'ennemi rôdait encore. La découverte leur apporta à la fois du soulagement et une peur sourde. Les semaines suivantes, ils tentèrent de trouver des indices, de découvrir qui avait tramé contre eux. Ils interrogèrent les employés, fouillèrent les anciennes lettres, mais rien de concret n'apparut. Le doute planait sur la ferme comme un fantôme. Et avec le temps, ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas laisser la peur retarder leur bonheur pour toujours. On ne doit pas laisser le mal gagner. S'ils pensent pouvoir nous séparer, ils se trompent lourdement. On va avancer le mariage. Je veux t'épouser demain même, mon amour, déclara Estelle un soir en regardant le coucher du soleil sur les champs. Michel se contenta de sourire, acceptant en silence. Et ainsi, le mariage eut lieu. L'après-midi était ensoleillé, le ciel clair, une brise douce soufflait. La cérémonie fut simple, exactement comme Michel l'avait toujours rêvé. Quelques tables couvertes de nappes blanches, des fleurs cueillies dans les champs de la ferme, et les rires se mêlant aux chants des oiseaux. Les voisins vinrent, les ouvriers de la ferme aussi, et même quelques parents curieux et heureux d'être là. Le grand enclos fut décoré de rubans colorés et de chaises improvisées. Estelle entra dans un léger voile de lumière, vêtue d'une robe simple, sans luxe, mais d'une élégance née du cœur. Lorsqu'elle traversa l'enclos, le cheval ami hennit bruyamment, comme pour bénir le moment. Tous éclatèrent de rire, et même le prêtre commenta, ému. Michel, vêtu d'un costume clair et les yeux brillants, ne pouvait retenir son sourire. Même dans mes pires jours, je n'aurais jamais imaginé que la vie me rendrait tout cela, déclara-t-il en regardant la femme qui s'avançait vers lui. Estelle sourit, intriguée et attendrie. « Tout cela ?» demanda-t-elle. Il soupira et répondit avec sincérité. L'espérance, le bonheur. Ces mots furent suivis d'applaudissements, et la cérémonie se poursuivit entre toasts, étreintes et musique. Mais tout n'était pas rose. Jean, le frère rejeté, n'avait pas abandonné. Il observait la scène de loin, caché dans l'ombre de la grange. Son visage dur et son regard sombre trahissaient la haine bouillante qui brûlait dans sa poitrine. Il attendit le bon moment pour apparaître parmi les invités, feignant la sympathie. Il se mêla à la fête, distribuant de faux sourires, des poignées de main et des accolades hypocrites. Mais en lui, la rage grandissait à chaque éclat de rire, à chaque regard d'amour échangé entre Michel et Estelle. « Regardez-moi ces tourtereaux » pensa-t-il, serrant les dents. « Ils n'ont jamais été aussi heureux, rient comme des idiots. Voyons qui rira le dernier, mon cher frère, quand tu perdras une autre épouse et que tu devras revenir vers ta vraie famille. » Son regard était empli de vengeance pure, et cette fois, tout était planifié à la perfection. Jean attendit patiemment, observant le va-et-vient des invités, jusqu'à apercevoir une jeune serveuse portant un plateau de verre de vin vers le couple. Le plan était simple et mortel. Il avait convenu avec la jeune femme qu'elle devait remettre un verre précis à la mariée. La coupe contenant le poison ressemblait en tout point aux autres. Le scélérat observait, haletant, caché entre les tables, le cœur battant à tout rompre. « C'est le moment » murmura-t-il, en voyant Estelle porter la coupe à ses lèvres. Elle leva le verre, prête à porter un toast, sans se douter de rien. Michel la regarda, et à cet instant, il remarqua quelque chose d'étrange. La serveuse tremblait. Son regard hésitant trahissait la peur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans réfléchir, il agit par instinct. Un instinct qu'il ne savait pas posséder. L'homme trébucha dans son élan et attrapa la coupe de sa femme avant qu'elle ne la porte à ses lèvres. Estelle rit, trouvant la scène amusante. « Hé, petit malin !» plaisanta-t-elle,
sans imaginer ce qui allait se passer. Michel, souriant, porta le verre à sa bouche et but d'un trait. Le goût était amer, mais il ne dit rien. Il posa simplement la coupe sur la table et regarda sa femme avec la même tendresse qu'à l'accoutumée. Quelques secondes plus tard, son sourire s'effaça. Son visage devint livide, ses mains tremblèrent et son corps chancela en arrière. Estelle écarquilla les yeux. « Michel, qu'est-ce qu'il y a ?» créait-elle, essayant de le retenir. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. La chaise se renversa, son corps tomba lourdement au sol, et ses yeux, autrefois pleins de vie, s'éteignirent. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. La musique s'interrompit, les rires s'éteignirent, et le silence s'abattit sur la fête. Estelle tomba à genoux près de lui, secouant le corps de l'homme qu'elle aimait, criant de toutes ses forces. « Michel, réveille-toi !» Mais avant de continuer et de découvrir la fin de cette histoire, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, YouTube vous préviendra à chaque nouvelle vidéo publiée. Et vous, pensez-vous que les animaux possèdent un sixième sens ? Peuvent-ils pressentir lorsqu'un malheur est sur le point d'arriver ? Oui ou non ? Dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi, si vous aviez un cheval, comment l'appelleriez-vous ? Je mettrai un joli cœur à chaque réponse. Le cheval ami, qui broutait tranquillement dans l'enclos à côté de la salle, redressa brusquement les oreilles lorsqu'il entendit le cri d'Estelle. Le son traversa toute la ferme. Michel s'effondrait devant tous. Le verre glissa de sa main et se brisa au sol. Son corps tomba, et le silence de la fête fut déchiré par un seul hennissement, fort, désespéré, comme si l'animal ressentait la chute de l'homme qu'il avait jadis sauvé. La musique s'arrêta, les rires cessèrent, et la panique s'installa. Les invités couraient dans tous les sens, essayant de lui porter secours. Estelle s'effondra à genoux, pleurant sur le corps de son mari. « Non, ce n'est pas possible. Il allait bien, il allait bien !» criait-elle d'une voix étranglée. Les ouvriers s'agitaient. Certains appelaient une voiture, d'autres criaient après le prêtre. La confusion grandissait d'une seconde à l'autre. Et, au milieu de la foule, Jean observait la scène, livide. Le scélérat regardait la tragédie qu'il avait lui-même provoquée, mais dont l'issue échappait à son plan. C'était Michel, et non Estelle, qui avait bu le vin empoisonné. Le médecin du village fut appelé en urgence. Il arrive rapidement, mallette en cuir à la main, le pas ferme et le visage se voulant rassurant. Mais dès qu'il examina le corps et prit les signes vitaux, le verdict tomba dans un silence lourd. Il n'y avait plus rien à faire. Le corps était froid, les yeux immobiles, et aucun battement ne se percevait. « Je suis désolé, mais il est mort », déclara le docteur. Jean observait le tumulte comme on contemple une œuvre mal exécutée. Dans ses pensées, il marmonnait, agacé. « Malédiction, ce n'est pas ce que je voulais, mais ça fera l'affaire, » murmura-t-il, d'une voix qui sonnait comme un requiem pour la culpabilité qui commençait déjà à pourrir en lui. Ce que Jean ignorait, c'est que son plan était voué à l'échec, bien avant le toast fatal. La nuit précédente, alors que la ferme dormait, il s'était enfermé dans l'un des vieux entrepôts, fouillant parmi des caisses et des bocaux à la recherche de quelque chose d'oublié, un savoir dangereux que ses grands-parents avaient gardé secret pendant des générations. Voilà, la recette d'un poison destructeur, indétectable même par les meilleurs examens, s'était-il exclamé en trouvant le parchemin jauni. L'excitation brillait dans ses yeux. Il agit alors comme un homme qui accomplit un destin. Il remua un ancien chaudron, mélangea poudres et liquides avec des mains qui ne tremblaient au pas, et créa la substance qu'il croyait implacable. Pourtant, Ami demeurait vigilant. Le cheval, qui voyait souvent ce que l'homme ne voyait pas, avait suivi le cadet,
poussé par un instinct de protection. Alors que Jean s'était éloigné un instant pour chercher un flacon propre, l'animal, dans un élan instinctif, leva le pied et donna un coup dans un bidon d'eau posé à côté. Le liquide se déversa en cascade dans le chaudron, comme si la chance elle-même avait décidé d'intervenir. Le poison, qui devait être pur et mortel, devint une mixture diluée, affaiblie par la malchance et l'eau répandue. Quand Jean revint, il jura en voyant le désordre. « Quelle pagaille! Cet endroit est infesté de rats. » pesta-t-il, essuyant l'eau du pied. Mais il décida que cela ne changerait rien à son plan. Il versa le contenu dans le flacon et sortit avec la certitude aveugle de celui qui a déjà prononcé une sentence. « Peu importe, tout se déroulera comme prévu. Cette maudite Estelle ira en enfer, » dit-il, convaincu que le mal était fait. Ainsi, la ferme qui, un jour, célébrait le mariage de Michel, était, le lendemain, en deuil pour ses funérailles. Le lieu tout entier était étouffé par la tristesse. Les ouvriers allaient et venaient, préparant la veillée funèbre avec des mains tremblantes. La chaleur humaine semblait absente de l'air lourd, et tout se mouvait au ralenti, comme si la douleur avait le pouvoir d'étirer le temps. Estelle, pâle, était assise près du cercueil, effleurant du bout des doigts le visage rigide de l'homme qu'elle aimait. Il n'y avait plus de mots, seulement des supplications muettes qu'elle murmurait du bout des mains, priant le corps de réagir, de revenir. Plus tard, tous se réunirent dans le grand salon où le cercueil trônait au centre, entouré de couronnes et de fleurs qui semblaient le crier pour des cœurs déjà éteints. Et, depuis la fenêtre de l'écurie, Ami observait la scène, les yeux brillants et le corps tendu, comme retenant son souffle avant d'agir. Jean termina d'ajuster sa cravate, tel un acteur qui s'apprête à remonter sur scène. Il s'avança, et d'une voix fausse mais contrôlée, tenta d'ouvrir la cérémonie. « Commençons, » déclara-t-il, la main tremblante derrière un masque de préoccupation que tous crurent sincère. Le prêtre ouvrit la Bible sur le pupitre et parla d'une voix lente, chargée de compassion. « Donnons maintenant nos adieux à notre cher ami et parent Michel, » dit l'homme de foi, la tête inclinée. Tandis que la liturgie se déroulait, les visages endeuillés s'inclinaient et les mains s'entrelaçaient dans le silence. Mais, au cœur de la maison, quelque chose de différent se produisait, quelque chose que personne ne disait, mais que le cheval ressentait dans chaque fibre de son corps. Ami, incapable de contenir sa douleur, franchit soudain le seuil de la maison. Sans la moindre hésitation, il trotta à travers les couloirs et avança vers le cercueil, mu par un élan que tout être fidèle comprendrait. Rester auprès de celui qui lui avait sauvé la vie. « Hé, arrêtez ce cheval !» crièrent plusieurs invités, surpris et effrayés par l'audace de l'animal défiant toute bienséance humaine. Avant que le cheval n'atteigne le cercueil, Jean intervint brutalement. Il attrapa les rênes et retint la bête avec une violence farouche, comme s'il tentait de contenir une explosion. « Immobilise-toi, sale bête insolente !» vociféra-t-il, tirant sur le corps d'Ami avec brutalité. Estelle, voyant la scène et sentant la terreur de son ami équin, se leva précipitamment et tenta d'intervenir avec douceur et raison. « Du calme. Il est seulement triste d'avoir perdu Michel. Il ne faut pas le blesser. » supplia-t-elle, les mains tendues dans un geste d'apaisement. Jean, les yeux flamboyants de colère et le visage dur comme la pierre, répondit avec mépris, tout en maintenant fermement les rênes. « Ce cheval est en train de ruiner la cérémonie de mon frère. Voilà ce qu'il fait. » Soudain, le cheval s'agita violemment, son corps tout entier envahi par une fureur mêlée à l'instinct de protection. Il hennissait puissamment, ses sabots martelaient le sol de bois, et ses yeux, flamboyants, captaient tous les regards. Jean le tenait avec force, mais l'animal bondissait, tournoyait et se débattait, mordant l'air.
Le vacarme était assourdissant, résonnant dans toute la salle. À chaque mouvement, le cheval gagnait du terrain et, dans un élan, réussit à saisir le bras du frère cadet de Michel, lui arrachant un cri étouffé de douleur. « Aïe, sale démon !» hurla Jean, grinçant des dents, tentant de se dégager de la bête en furie. Avec brutalité, il tira violemment sur les rênes et entraîna l'animal vers l'extérieur, tout en le bousculant et en l'insultant. Le bruit des sabots résonna sur le sol, puis s'éteignit au loin. Les invités, effrayés, échangèrent des regards inquiets et des murmures. Estelle, elle, regardait la scène sans parvenir à réagir. Son corps, affaibli par le chagrin, n'avait plus la force de protester. Seuls ses yeux embués suivaient en silence Ami, qu'on emmenait au loin. Déjà dans la grange, située non loin de là, Jean repoussa le cheval à l'intérieur avec violence. L'animal se débattait, soufflait, mais le scélérat avait tout prévu. Dans un coin sombre, planté dans le sol de terre battue, se trouvait une lourde tige de fer à laquelle était attachée une chaîne épaisse. « Je savais bien que tu allais poser problème, sale bête fouineuse, mais j'ai tout prévu pour toi. » cria Jean, saisissant la chaîne et attachant une des pattes du cheval. Le bruit du métal raclant le sol résonna dans la grange, sec et tranchant. Ami hennissait puissamment, tirant sur sa jambe, mais la chaîne était courte. Le vilain ricana avec mépris et se dirigea vers une étagère remplie d'outils et de vieux flacons. Il fouilla en marmonnant jusqu'à trouver une petite boîte en bois. « Je sais très bien que cette chaîne ne suffira pas à te retenir, puisque tu es capable de tout pour contrecarrer mes plans, » dit-il en se retournant, un sourire sinistre aux lèvres. Alors j'ai parlé à quelques contacts et j'ai trouvé quelque chose qui garantira que tu ne seras plus jamais un problème. De la boîte, il sortit un petit flacon contenant un liquide transparent et épais, un sédatif concentré, utilisé uniquement pour les urgences vétérinaires. Jean le leva à hauteur de ses yeux, examinant la substance à la lumière vacillante du vieux lampion, puis éclata d'un rire satisfait. « Détends-toi, ami, ça ne fera pas mal. Tu vas dormir tranquille, comme un ange, » dit le scélérat en ouvrant le flacon et en remplissant une seringue avec précaution. La lumière tremblait sur le métal de l'aiguille qui scintillait sinistrement. « J'ai pris soin d'utiliser un sédatif assez fort pour assommer 3 chevaux de ta taille. Peut-être que ça te tuera. Oui, mais tant pis. » Le cheval tirait sur la chaîne de toutes ses forces. Le bruit du fer cognant contre le sol résonnait désespérément dans la grange. Il essayait de se libérer, mais le vaurien connaissait bien les animaux. Du moins, assez pour les dominer. Jean s'approcha lentement, la seringue en main, le corps légèrement courbé, en position défensive. Ami redressa la tête, souffla, hennit si fort que le son traversa les champs, mais personne ne vint. « Reste tranquille !» cria l'homme, avançant d'un bond. Le cheval tenta de reculer, mais la chaîne le ramena brusquement en avant. Jean planta l'aiguille dans la chair du cou de l'animal et pressa le piston, injectant le liquide. En quelques secondes, le corps d'Ami commença à s'affaiblir. Ses jambes tremblaient, son cou s'affaissait, et ses yeux, autrefois pleins de vie, devinrent lourds. Il chancela encore, essayant de résister, avant de s'effondrer sur le sol de terre dans un bruit sourd. Jean poussa un soupir satisfait et essuya la sueur de son front. « Voilà, qu'il crève, comme son idiot de maître !» murmura-t-il, jetant la seringue dans un coin et quittant la grange sans se retourner. Dehors, l'air était lourd, et le son lointain du prêtre résonnait encore depuis la maison, où la veillée se poursuivait. Estelle était assise sur l'une des chaises près du cercueil, le visage enfoui dans ses mains. Le deuil la consumait presque physiquement. Ses yeux rouges, son corps courbé et ses lèvres tremblantes
trahissait la douleur de celle qui venait de perdre l'amour de sa vie. De temps à autre, sa voix rompait le silence de la salle, faible, mais assez forte pour remplir tout l'espace. « Ô Dieu, pourquoi as-tu pris mon amour? Je ne peux pas vivre sans lui. Pourquoi avoir emporté sitôt un homme si bon, mon mari, qui a toujours aidé tout le monde ?» se lamentait-elle, sans se rendre compte qu'elle ne murmurait plus. Elle criait. Ses paroles résonnaient contre les murs, atteignant chaque invité. Certains pleuraient avec elle, d'autres détournaient le regard, gênés par une douleur si nue. Même le prêtre baissa la tête, ému par la scène. Et parmi tous ceux qui écoutaient, se trouvait Jean. Le scélérat venait de revenir de la grange, essuyant discrètement la plaie de son bras mordu et dissimulant un sourire de satisfaction derrière un masque de faux chagrin. Il observa sa belle-sœur en pleurs, et une pensée froide et cruelle lui traversa l'esprit. « Oui, pleure, pauvre femme, c'est toi qui devrais être dans ce cercueil, pas mon frère. » pensa-t-il, les dents serrées. Mais le cadet savait feindre. Il excellait à transformer la rancune en compassion. Alors il prit une profonde inspiration, adopta une expression de tristesse sincère et s'avança vers sa belle-sœur, feignant une sollicitude compatissante. Il s'assit à côté d'elle et posa un bras autour de ses épaules. « Je sais combien c'est difficile, Estelle, » dit-il d'une voix fausse et calculée. « Après tout, c'est mon frère qui repose dans ce cercueil. Je comprends ta douleur, mais il est temps de lui dire adieu. » Estelle, encore secouée de sanglots, répondit d'une voix à peine audible. « Je ne voulais pas que ce moment arrive, » dit-elle, le visage caché entre ses mains. Jean, impatient et désireux d'en finir avec la cérémonie, répondit rapidement. « Moi non plus, mais l'heure est venue de lui dire adieu, » déclara-t-il, tentant de paraître ému. La femme respira profondément et, vaincue par la fatigue, acquiesça lentement. « D'accord, tu as raison. Mon père, vous pouvez poursuivre la cérémonie. » demanda-t-elle en essuyant ses larmes. Le prêtre fit un léger signe de tête et reprit les lectures sacrées. Les voix se mêlèrent aux prières et la pièce retrouva cette atmosphère lourde et respectueuse. Le corps de Michel reposait paisiblement, entouré de fleurs, et chaque regard se posait sur lui avec une profonde tristesse. Lorsque la cérémonie prit fin, un murmure d'adieu commença à se répandre. Les invités se levèrent lentement, certains tenant des mouchoirs, d'autres s'étreignant en silence. Il était temps de se rendre au petit cimetière du village, où le corps serait enterré. Quelques amis proches restèrent pour aider aux derniers préparatifs. Jean, prenant une fois de plus les devants, éleva la voix. « Vous pouvez fermer le cercueil, » ordonna-t-il, d'un ton autoritaire qui contrastait avec la solennité du moment. Les employés des pompes funèbres s'approchèrent, prêts à obéir, mais Estelle leva soudain la main. Sa voix, ferme malgré les larmes, résonna dans la salle. « Attendez, je veux lui dire adieu une dernière fois. Je serai brève, je le promets. » Les hommes reculèrent par respect. Elle se leva avec difficulté, chancelante, et s'approcha du cercueil. Le silence devint absolu. Elle se pencha sur le corps de son mari, son visage à quelques centimètres du sien. Elle lui toucha le visage avec délicatesse, ses doigts tremblants, glissant sur la peau glacée. « Oh Michel, mon amour, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu n'imagines pas combien tu manqueras ici, à la ferme, à moi, à ta famille et à notre ami Chevalin. C'est un adieu, mais je penserai toujours à toi. » Les doigts d'Estelle, qui caressaient doucement le visage de Michel, s'immobilisèrent soudain. Son geste s'interrompit, comme si une décharge avait traversé son corps. Son regard changea, et un choc se peignit sur son visage pâle. Elle se tourna lentement vers le prêtre, la voix tremblante et bouleversée. « Mon père, Michel est froid, mais je pourrais jurer que je l'ai senti respirer. » s'écria-t-elle, entre la peur et l'espérance.
Un murmure parcourut les invités. Le prêtre fronça les sourcils, perplexe, et fit quelques pas en avant. Il s'approcha du cercueil avec précaution, se pencha sur le corps inerte, observa attentivement, attendit un instant, comme s'il cherchait un signe, puis soupira profondément. D'une voix empreinte de douceur, il posa les mains sur les épaules de la femme et répondit « Ma fille, c'est la nostalgie qui parle dans ton cœur. Laisse-le partir. Michel est en paix désormais. » dit le prêtre, l'éloignant avec délicatesse. Estelle se laissa guider, encore abasourdie, ne sachant plus si elle devait croire ce qu'elle avait ressenti ou s'il ne s'agissait que d'un délire né de la douleur. Puis, avec la permission du prêtre, le cercueil fut enfin refermé. Le bruit des charnières se mêla au murmure discret des gens qui essuyaient leurs larmes. Peu après, le cortège s'ébranla en direction du petit cimetière du village. Le corbillard avançait lentement sur le chemin de terre, et derrière lui, les gens suivaient en silence, accompagnant l'adieu de cet homme que tous avaient appris à respecter. Mais tandis que le deuil gagnait le cortège, quelque chose se produisait dans la grange, ce même endroit où tant d'histoires entre l'homme et le cheval avaient à commencer. Là, étendu sur la paille, le cheval nommé Ami demeurait plongé dans un profond sommeil. De l'extérieur, on pouvait voir son corps se contracter, ses pattes bouger par spasmes involontaires, comme si quelque chose le tourmentait. Sa respiration était irrégulière et la sueur coulait le long de son encolure, reflétant la lumière douce filtrant entre les planches du bois. Dans l'esprit de l'animal, un cauchemar prenait forme, le pire de tous. Il voyait Michel tomber, voyait le visage d'Estelle couvert de larmes et ressentait qu'un malheur irréparable était arrivé. Des années plus tôt, ce même homme avait tout risqué, sa vie, son âme, pour sauver le poulain, sans défense, pris au piège des flammes. À présent, c'était au tour du cheval de rendre ce geste. L'instinct lui criait que son maître était en danger. Et même sous le poids du sédatif qui le tenait prisonnier d'un sommeil presque mortel, quelque chose en lui refusait la paralysie. Mais comment lutter contre l'impossible ? Le poison injecté par Jean était si fort qu'il aurait pu abattre 3 chevaux adultes. Rien ne justifiait qu'Ami puisse se réveiller. Aucune force au monde, sauf une, l'amour. Alors, l'impossible se produisit. Le corps de l'animal se mit à frémir, et ses yeux, lourds et ternes, s'ouvrirent lentement. Ses naseaux se dilatèrent, sa poitrine se souleva d'un souffle puissant, et l'air pénétra dans ses poumons comme un souffle de renaissance. En quelques instants, le cheval se redressa sur ses 4 pattes. Il chancela d'abord, secouant la tête, hennissant faiblement, mais le son gagna vite en puissance. C'était le son de la vie. Ami était revenu. Mais la bataille n'était pas terminée. La lourde chaîne de fer retenait encore une de ses jambes, solidement fixée à la tige plantée dans le sol. Il tira avec force, mais le métal résista. L'animal s'immobilisa, inspira profondément et sembla se souvenir. Il se rappela chaque instant vécu avec Michel, la chaleur du champ, les jours où l'homme le nourrissait de ses propres mains, les paroles bienveillantes, les gestes qui lui avaient sauvé la vie. Il se rappela aussi Estelle, sa bonté, la douceur de ses caresses, et imagina la douleur qu'elle devait ressentir à cet instant. Le cœur du cheval battait à tout rompre, comme si chaque souvenir se transformait en énergie. Il tire sur la chaîne avec plus de force encore. Le bruit du métal vibra dans toute la grange. Ses sabots s'enfonçaient dans la terre, ses muscles tremblaient. Rien. Mais il ne renonça pas. Il leva la tête, comme s'il attendait un signe, et hennit puissamment. Un cri qui résonna dans toute la ferme comme un appel. Puis, une fois encore, il tira. Et cette fois, le miracle se produisit.
Les chaînes ne se brisèrent pas, mais la tige entière céda. Elle sortit du sol dans un bruit sourd, soulevant poussière et terre. Ami était libre. Le cheval se cabra, hennissant de triomphe, tel un guerrier brisant ses chaînes. Sans perdre un instant, il se retourna vers la porte de la grange et, d'un puissant coup de sabot, la fit voler en éclats. Dehors, la route soulevait déjà un nuage de poussière derrière le cortège funèbre. Mais il n'hésita pas. Avec la force de ceux qui sont nés pour courir, il se mit à galoper, le bruit de ses sabots tranchant le silence du deuil. Sa crinière brune volait au vent, et ses yeux, brillants et déterminés, ne quittaient pas une seule direction: le cimetière. Pendant ce temps, la cérémonie d'enterrement se poursuivait. Au cimetière, le prêtre récitait de brèves prières, et Jean, plus nerveux que triste, pressait le déroulement. Il voulait que tout s'achève au plus vite, comme un coupable craignant d'être démasqué. Les gens suivaient en silence, le visage empreint de chagrin. En quelques minutes, le cercueil fut descendu dans la fosse. Le bruit du bois heurtant le fond résonna comme un tonnerre dans la poitrine d'Estelle. « Adieu, mon amour », murmura-t-elle, les larmes coulant sans contrôle. Mais cet adieu ne serait pas définitif. À cet instant, un cri traversa la foule. « Regardez, le cheval !» s'écria quelqu'un en désignant le portail du cimetière. Et là, il apparut. Le cheval ami, sa longue crinière brune flottant dans le vent, bondit d'un seul élan par-dessus le mur bas. L'impact de ses sabots fit vibrer la terre. Les gens reculèrent, effrayés. L'animal, haletant, semblait guidé par une urgence divine. Tous les regards se tournèrent vers lui, un mélange d'étonnement et d'admiration. Même le prêtre interrompit sa prière, ne sachant s'il s'agissait d'un miracle ou d'une folie. Jean, pour sa part, pâlit. La sueur coula sur son front, et il courut pour tenter de maîtriser la bête. Il saisit les rênes avec brutalité, forçant le cou de l'animal vers le sol. « Eh bien, quelle bête insolente! Comment t'es-tu libéré, sale canasson ?» hurla le scélérat, tentant de dissimuler la peur qui montait en lui. Mais Ami était plus déterminé que jamais. Il tirait avec force, hennissant, avançant, essayant d'atteindre le cercueil à tout prix. Ses sabots frappaient la terre. Son regard fixe montrait qu'il savait exactement ce qu'il devait faire. Estelle observait, sans comprendre, et un pressentiment s'éveilla en elle. Ce n'était pas un simple accès de panique. Il y avait une raison, quelque chose que le cheval essayait de dire. Elle éleva la voix, ferme et résolue. « Attendez, ouvrez le cercueil !» Le silence tomba sur le cimetière. Jean, pris de fureur, se retourna vers elle, gesticulant violemment. « Quoi ? Tu es folle, Estelle. Mon frère n'a-t-il pas assez souffert ? Tu veux vraiment profaner son corps, le priver de son repos éternel ?» cria-t-il, sa voix résonnant entre les tombes. Mais Estelle resta impassible. « Quelque chose ne va pas. Ami se comporte étrangement depuis la mort de Michel, » répondit-elle, fixant son beau-frère droit dans les yeux. Jean tenta de la ridiculiser. « Tu vas vraiment ouvrir le cercueil à cause d'un cheval paniqué ? Ce n'est pas une personne, Estelle, c'est juste un animal. » lança-t-il avec mépris, tentant de cacher son trouble. Mais Estelle fit un pas en avant, la voix ferme, le regard inébranlable. « Écoute-moi bien, Jean. Je fais confiance à ce cheval, plus qu'à n'importe quel être humain sur cette terre. Ouvrez le cercueil maintenant. » ordonna-t-elle d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Les employés des pompes funèbres, trop terrifiés pour désobéir, s'exécutèrent. Leurs mains tremblaient, tandis qu'ils soulevaient le couvercle du cercueil. Estelle se pencha, le cœur battant à tout rompre. Un instant, une lueur d'espoir traversa son regard. Mais en revoyant Michel, la réalité s'imposa. Il restait immobile, la peau froide, le visage serein. Jean laissa échapper un rire bref et nerveux, les dents serrées. « Tu vois ?
Mort, qu'espérais-tu d'autre? Qu'il se relève d'un coup? Il faut accepter, Estelle. Mon frère est parti, comme nous tous. Dit-il, affichant un sourire crispé qui trahissait la peur que, peut-être, l'impossible soit sur le point d'arriver. Mais le cheval restait agité, ses sabots grattant la terre humide du cimetière. Jean, encore occupé à discuter avec Estelle, baissa sa garde, et l'animal en profita. Ami bondit soudain vers le cercueil. Le bruit de ses sabots résonna dans tout le cimetière, brisant le silence. Arrivé près du corps de Michel, le cheval baissa la tête et effleura doucement le visage de son maître de son museau. Le geste était tendre, presque humain, chargé de toute la fidélité et la douleur que l'animal portait dans son cœur. Estelle, submergée par une vague d'émotion, s'approcha à son tour. Son cœur battait à tout rompre en voyant l'animal si désespéré pour un dernier contact. Alors, elle s'agenouilla et les entoura tous deux dans une étreinte tremblante. C'est à cet instant qu'elle sentit quelque chose. Un frisson lui parcourut l'échine et ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, je l'ai senti. Maintenant, j'en suis sûre. Il a bougé !» s'écria-t-elle, la voix tremblante entre l'incrédulité et l'espérance. Tous se retournèrent en même temps. Les bruits de pas cessèrent et le silence envahit le cimetière. Le prêtre, le premier à réagir, recula d'un pas, serrant le crucifix contre sa poitrine. « Mais c'est impossible !» murmura-t-il, la voix tremblante. Mais ce ne l'était pas. La poitrine de Michel se mit à bouger, lentement, comme un souffle qui renaît après une longue absence. Ses yeux s'ouvrirent avec effort et un soupir rauque s'échappa de sa gorge. Puis son corps, encore faible, se redressa à l'intérieur du cercueil. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Estelle porta les mains à sa bouche, les larmes jaillissant sans retenue. Elle courut vers son mari et le serra contre elle, mêlant ses pleurs à un rire de soulagement. « Michel, tu es vivant !» crée-t-elle, le cœur explosant de joie. Il était encore confus, vacillant. Ses yeux clignaient, luttant contre la lumière. Estelle lui tint le visage entre les mains, cherchant à l'apaiser. « Respire, mon amour, respire. Tu es là, avec moi !» disait-elle en pleurs, tout en le soutenant pour qu'il ne retombe pas. Jean, à l'arrière, demeurait figé. Le scélérat avait perdu toute couleur. Son regard restait rivé sur son frère, vivant, respirant, parlant, et la terreur s'empara de lui. Un instant, il ne semblait plus un homme, mais une statue pétrifiée par la peur. Michel mit un moment à comprendre où il se trouvait. Sa voix, faible et rauque, s'éleva, empreinte d'une confusion profonde. « Estelle, amie, que s'est-il passé? Je suis mort ?» demanda-t-il, le regard perdu. Sa femme, encore secouée de sanglots, lui caressa les cheveux. « On a cru que tu étais mort. Oh mon Dieu, c'est un miracle. Comme je suis heureuse que tu sois vivant, mon amour. » répondit-elle, souriant à travers ses larmes. Il cligna des yeux, tentant de comprendre. « Mais comment est-ce possible ?» murmura-t-il, regardant autour de lui, abasourdi. Estelle prit une profonde inspiration et dit ce qu'elle savait. « Je ne sais pas, mais Ami était étrange. On dirait qu'il savait quelque chose que nous ignorons. » confessa-t-elle, en fixant le cheval, immobile, qui regardait le vilain avec des yeux flamboyants. Alors, l'animal sembla comprendre ce qu'il devait faire. Il redressa le cou et fixa droit Jean du regard. Le silence retomba sur le cimetière. Le coupable sentit son corps se glacer. Il recula de 2 pas. « Pourquoi tu me regardes comme ça, sale bête ?» lança-t-il, tentant de garder contenance, mais sa voix tremblait. Ami s'avança vers lui, calme et déterminé, la tête basse et les yeux fixés sur sa cible. Jean leva les bras, effrayé, s'attendant à une attaque.
Mais le cheval ne mordit pas, ne rua pas. Il enfouit brusquement son museau dans la poche de la chemise du scélérat et tira quelque chose avec force. « Hé !» cria Jean, tentant de l'en empêcher. Mais il était trop tard. Le papier fut arraché et tomba sur les genoux de Michel, encore assis dans le cercueil. Le fermier prit la feuille, encore confus. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, dépliant le papier froissé. En lisant les lignes griffonnées, ses yeux s'écarquillèrent. Son expression passa de la surprise à l'indignation, puis à un silence douloureux, celui de quelqu'un qui comprend enfin la vérité. C'était la recette du poison. Il leva les yeux vers son frère, le regard empli de tristesse et de colère. « Jean, comment as-tu pu? Toi, mon propre frère. » dit-il, la voix tremblante et pleine de désespoir. Le coupable déglutit difficilement et balbutia, cherchant à se défendre. « Non, Michel, tu te trompes. J'avais cette feuille pour enquêter sur ce qui t'était arrivé, tenta-t-il d'expliquer, mais sa voix se brisa. Les visages autour d'eux changèrent. Les invités fixaient Jean avec horreur. Le prêtre, livide, fit le signe de croix en murmurant une prière. Le traître comprit alors que la vérité venait d'éclater au grand jour. Désespéré, Jean regarda autour de lui, cherchant une échappatoire, puis lança l'excuse la plus absurde qu'il pouvait imaginer. « C'est le cheval. C'est lui qui a mis ce papier dans ma poche. Vous savez qu'il me déteste. Il veut ma perte. C'est vrai. » hurla-t-il, tentant de paraître convaincant. Le silence qui suivit fut brisé par le rire fatigué de Michel. Il secoua la tête, déçu. « Sérieusement, Jean? C'est ta meilleure excuse ?» répondit-il avec un léger sourire triste. Mais le cadet, comprenant qu'il n'y avait plus d'issue, laissa le désespoir le consumer. Son visage se déforma sous la rage, et dans un cri de démence, il tira le couteau de sa ceinture et fonça vers le cheval. « Sale cheval, je peux tomber, mais je t'emmènerai avec moi. Je t'emmène en enfer. » rugit-il, le regard fou. Estelle cria, tentant de l'arrêter. Michel, encore faible, tendit le bras dans un geste désespéré. « Ami, attention !» s'écria-t-il, la voix rauque de terreur. Mais le cheval n'avait pas besoin d'avertissement. Il savait déjà ce qu'il devait faire. À peine Jean s'approcha-t-il qu'Ami pivota d'un mouvement ferme et précis. Ses pattes arrière se levèrent et d'un coup puissant, il frappa le scélérat de plein fouet. L'impact fut brutal. Jean fut projeté à plusieurs mètres, retombant sur le dos, inconscient. Pendant quelques secondes, tout le monde resta pétrifié, choqué par la scène. Puis, peu à peu, une salve d'applaudissements éclata, spontanée, venue des ouvriers, des voisins, des amis. Estelle sourit à travers ses larmes. Michel, encore assis dans le cercueil, laissa échapper un rire faible, ému. Ami, fier, leva les pattes avant et poussa un hennissement puissant, comme il le faisait toujours lorsqu'il sentait la victoire. C'était son geste de triomphe, et, cette fois plus que jamais, un cri de justice. Les jours suivants, la nouvelle se répandit dans toute la région. Michel, sauvé par un miracle et par son fidèle cheval, retrouva la vie avec une nouvelle mission. La ferme, autrefois théâtre de tragédie, devint un lieu d'amour et de renouveau. Avec le soutien de son mari et d'amis, Estelle fonda une association dédiée aux animaux abandonnés et blessés, surtout les chevaux et les équidés. Avec le temps, le couple eut un fils, et dans un geste symbolique, le prêtre du village, ému, autorisa un événement inédit. Le cheval ami participa au baptême de l'enfant. Il faut dire que faire entrer un cheval dans l'église ne fut pas une mince affaire. Les années passèrent. Ami, lui aussi, trouva l'amour, une jument douce rencontrée à l'association, et bientôt, ils eurent plusieurs poulains. Le fils de Michel grandit, entouré par la nature, apprenant à respecter la vie et les animaux, tout comme son père. Tout se termina bien. Enfin,
presque tout. Jean, le vilain, fut arrêté et condamné pour tentative de meurtre. Son nom devint synonyme de honte, et il pourrit en prison, loin de la ferme qu'il avait tant convoitée. Ainsi, le destin se chargea de remettre chacun à sa place. Commentez amitié pour me montrer que vous avez tenu jusqu'à la fin de cette histoire. Je mettrai un joli cœur sur votre message. Et tout comme l'histoire de notre petit poulain, j'en ai une autre, encore plus émouvante, à vous raconter. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et je vous dévoile tout. Un grand bisou et à très bientôt pour une nouvelle histoire touchante.